Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire donc avec AG2R, la mondiale, un partenaire historique et majeur donc, au niveau de l'ordre de région Occitanie. Donc moi c'est Julie Fournier, donc je suis élue au Conseil régional de l'ordre et coprésidente de la commission communication. Donc merci à tous de votre inscription, vous êtes nombreux à vouloir participer à ce webinaire. Vous savez que l'ordre fait plusieurs sessions de webinaires. Donc, juste pour rappel, les prochains, donc le 23 septembre avec la Banque Populaire sur un crédit impact. Et après, on a le 25 septembre au niveau donc, de webinaire de la place. Au niveau du webinaire d'aujourd'hui, donc le sujet est un sujet quand même d'actualité et hyper important. Donc, c'est un retour sur la loi de finances de 2025 et notamment des baisses des charges sociales. Donc, un sujet très intéressant qui nous sera donc présenté par Gwenaëlle Roche, qui est responsable régionale auprès des conseils. Donc, qui sera là et qui vous fera, comme à son habitude, un webinaire donc, de qualité. Juste au niveau donc, de l'organisation et des questions que vous pouvez poser. Donc, vous avez sur votre écran donc, un onglet questions. N'hésitez pas à poser tout au long de la présentation. Il vous sera réservé un certain temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, Gwenaëlle, je te laisse la main sur la présentation et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Julie. Merci, Anna, également. Je vais partager mon écran avec vous et on va voir ensemble, et je vais me mettre en diffusion. On va voir ensemble le sujet du jour. Donc, n'hésitez pas à… alors, je ne peux pas dire interagir, puisque si vous posez des questions, effectivement, on les retrouvera uniquement en fin de webinaire pour pouvoir y répondre. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, en tout cas, à alimenter, parce que les sujets vont être assez denses. On a 1 heure ensemble. Par habitude, j'aime bien prendre moins de temps. Mais du coup, parfois, peut-être que j'irai un petit peu vite sur certains sujets. C'est assez dense via la loi de financement sécurité sociale de 2025 et la loi de finances également, avec des impacts pour chacun de vos clients. Mon rôle en tant que responsable régional auprès des conseils, c'est d'accompagner les cabinets et les collaborateurs qui souhaitent réaliser du développement mission en cabinet pour, à minima, sécuriser les dossiers, connaître davantage les dossiers clients et puis pouvoir conforter ou développer les honoraires si vous le souhaitez. Le sommaire, donc, ce qu'on va aborder ensemble ce matin, c'est notamment la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales qui va concerner à la fois vos libéraux, mais aussi l'ensemble de vos travailleurs non salariés affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Ensuite, plutôt du côté salarié et mandataires sociaux, les mesures d'allègement de charges avec des mesures d'impact également, ce qui va, sur ces 2 premiers sujets, rebattre une fois de plus les cartes de l'analyse du choix de statut, soit à l'installation, soit en cours d'exploitation pour vos chefs d'entreprise, pour le choix de statut entre un travailleur non salarié ou assimilé salarié. Et enfin, ici, ça n'apparaît que sur une seule ligne, les actualités sociales et fiscales et la capacité d'animation des cabinets, c'est-à-dire comment on transforme l'essai directement en opérationnel terrain. On a quand même pas mal d'éléments issus de la loi de financement Sécu 2025 sur lesquels, dans les 24 mois, 12 ou 24 mois, on va avoir des leviers d'action sur certaines populations qu'on va être en capacité de qualifier. Donc, premier sujet qui concerne nos TNS ainsi que nos professions libérales, c'est les assiettes de cotisations et contributions sociales qui ont évolué via la loi de financement sécurité sociale 2025. Donc, pour rappel, aujourd'hui, l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux cotisent à la fois sur une assiette nette pour les cotisations de sécurité sociale, mais aussi sur une assiette brute qui réintègre la notion de CSG-CRDS. Ceci a été revu et révisé avec des nouveaux barèmes de cotisation. On va retirer des contributions sociales pour intégrer des cotisations. En traduction, on va retirer des éléments qui sont non constitutifs de droit pour permettre d'affecter des cotisations à des éléments qui vont être constitutifs de droit. Et je parle surtout par là de la retraite. Donc, comment ça prend forme ?
vous aviez cette espèce de système avant réforme de calcul de cotisation et contribution sociale qui était un peu comme un serpent qui se mordait la queue, avec un chiffre d'affaires duquel vous déduisiez des frais, et on avait à la fois une assiette de CSG-CRDS et une assiette de cotisation sociale. C'était suffisamment compliqué comme ça, donc ils ont choisi de faire, après cette réforme, une assiette unique de cotisation sociale et CSG-CRDS, sur lequel on va appliquer un abattement de 26%, qui sera avec une déduction plancher et une déduction maximale. La déduction plancher, elle est à 1,76 du plafond Sécu, ça passe la barre des 800 euros. Et le maximum de déduction possible via cet abattement de 26% sera de 130% du plafond Sécu. On dépasse les 60 000 euros. Quel était l'objectif par là de cette réforme? Ils ont souhaité d'une part simplifier le mode de calcul des assiettes de cotisation, on vient de le voir, mais ça va avoir pour conséquence d'améliorer les droits à la retraite. Concrètement, comment ça va se passer? On vient de le voir avec le graphique, on va avoir des baisses de calcul pour les cotisations sociales et à la CSG-CRDS, et on va avoir une assiette unique avec cet abattement de 26%. Vous aurez le support après la présentation, avec l'ensemble des données qui vont arriver après dans le tableau, pour pouvoir éventuellement faire des mesures d'impact, mais on les a déjà mesurées pour vous. Pourquoi des améliorations de droit à la retraite? Puisque en face de cette baisse de cotisations et contributions sociales, il va y avoir une réaffectation de ces charges en augmentant les taux de cotisation à la fois sur la retraite de base déplafonnée et la retraite complémentaire des artisans, commerçants, professions libérales. Ça signifie retraite de base déplafonnée, ça signifie qu'on va augmenter les cotisations qui sont après le plafond annuel de la sécurité sociale, qui sont des cotisations d'ailleurs non génératrices de droits. En revanche, effectivement, la retraite complémentaire des artisans commerçants va se voir affecter une hausse de cotisation qui, elle, va être génératrice de droits. Pour nos professions libérales réglementées, les cotisations de base vont augmenter jusqu'au plafond et la retraite complémentaire également. La conséquence, de manière graphique, pour appréhender un petit peu plus facilement les choses, pour nos artisans et nos commerçants qui sont cotisants à la sécurité sociale des indépendants sur le régime de base et donc régime complémentaire des indépendants par la suite sur le régime complémentaire qu'on appelle le RCI, on va avoir des hausses significatives de cotisation. Sur la base, jusqu'alors, jusqu'au plafond Sécu, on avait un taux de 17,75, rien ne bouge, et on a parlé des cotisations tout à l'heure déplafonnées, et ben on était à 0,60, on va passer après réforme à 0,72. Donc le 0,12 d'écart n'est pas en valeur vraiment impactante, surtout qu'elle ne sera pas génératrice de droits. En revanche, modification importante sur la retraite complémentaire pour vos artisans, commerçants, qui sont affiliés SSI, Sécurité sociale des indépendants, et RCI en complément du coup. On avait un plafond spécifique qui était en première tranche jusqu'à une valeur d'un petit peu moins de 43 000 euros. Premier élément, ils ont enfin uniformisé cette première tranche sur le plafond Sécu. Donc, on est dorénavant sur la première tranche, sur une cotisation première tranche qui va jusqu'au plafond Sécu. En revanche, on passe à 16% d'augmentation sur la cotisation retraite complémentaire première tranche et on a près de 14% de cotisation supplémentaire sur les tranches suivantes qui sont après le plafond Sécu. Donc, conclusion, les cotisations vont bien augmenter. Mais pour nos professionnels libéraux, cette fois-ci, on n'est plus chez les artisans commerçants, mais chez nos libéraux, affiliés sur la Caisse nationale des professionnels libéraux, la CNAVPL. Augmentation des cotisations. Globalement, vous étiez probablement habitué à ce qu'ils aient environ 550 points par an auparavant. Les experts comptables sont concernés. Il va y avoir des cotisations supplémentaires. Donc,
on va arriver à un total de 582 points au lieu de 550 points. 32 points d'acquis, c'est toujours ça, sur la retraite. Et sur une carrière complète, ça peut être impactant. On peut parler de 100, 150, 200 euros de différence par mois sur une carrière. Alors, effectivement, on est sur une carrière, on peut relativiser, mais c'est toujours ça de gagner. C'est l'une des rares réformes dans lesquelles on va retirer des contributions sociales inutiles, enfin, pour l'équilibre, on va dire, de l'ensemble des régimes, pour des droits qui vont être spécifiques à la personne. Donc, ces nouvelles cotisations, on arrête les contributions sociales au profit de cotisations constitutives de droits. On vous a remis sur cette diapo-ci l'ensemble des éléments qui vont être modifiés en termes de taux. En hausse, vous aurez l'ensemble des taux de cotisation maladie, maternité, à partir du moment où on va dépasser 110 à 200% du plafond Sécu. Et sur la partie droite, ici, vous le voyez, on va avoir l'ensemble des assiettes de retraite de base et complémentaires pour les affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Et plus bas, vous avez l'assiette de cotisation de retraite pour les professionnels libéraux, avec les taux qu'on a vus précédemment. En revanche, auparavant, et ça c'est la mécanique précédente que l'on a évoquée avec notre abattement de 26% forfaitaire, vous allez avoir en conséquence une baisse des contributions sociales, donc une baisse de la CSG. Et du coup, l'intérêt était de savoir appréhender au maximum et savoir si une augmentation de cotisation par-ci et une baisse de cotisation par-là allait être réellement impactante ou pas selon les professions. Le club social de l'ordre l'avait publié il y a un peu moins d'un an de ça, il me semble, et on a fait des mesures d'impact également en interne pour vous donner grosso modo une tendance selon les rémunérations. Donc vous le voyez dans le tableau du bas, il y a des mesures sur 25, 50 ou 100 000 euros de rémunération déclarée. Vous pouvez constater que un cotisant à 25 000 euros par an, qui jusqu'alors allait payer 10 500 euros de cotisation, va y gagner et payer 9 600 au lieu des 10 500. Alors c'est faiblement impactant. Maintenant, pour relativiser, on est sur une rémunération à 25 000 euros, sur laquelle on gagne presque 1 000 euros de cotisation. C'est intéressant. Pour quelqu'un qui se rémunère 50 000 euros, eh ben, on a 1 500 euros de réduction de cotisation cette fois-ci. Et maintenant, histoire d'avoir une grande tendance, sur quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an, eh ben, on a 2 500 euros de réduction de cotisation. Entre la baisse de la CSG et la réaffectation sur la retraite, il y a un gain qui est relatif, 2,5%, mais qui est existant. Donc, depuis une dizaine d'années que je travaille chez AG2R La Mondiale et qu'on regarde les lois de financement sécurité sociale, c'est l'un des rares exemples dans lesquels, à la fin, ça va être ISO quasi, voire inférieur en cotisation pour l'entreprise, mais pour un gain immédiat et différé pour le dirigeant. Immédiatement, il va avoir des cotisations en moins, légères, et plus tard, il aura plus de droits à la retraite. Donc, ça vaut le coup d'être mis en avant et relevé. On a fait des mesures d'impact pour que on voit également sur les droits, parce que là, on vient de le voir sur les cotisations. Maintenant, quel est l'impact sur une carrière complète? Eh bien, si on prend l'exemple de quelqu'un qui travaille et qui se rémunère le plafond annuel de la sécurité sociale à environ 47 000 euros, eh bien, on peut voir qu'il y a 5% de gain de retraite annuel. Alors, sa retraite était proche des 25 700. C'est quelqu'un qui va gagner 27 000 euros. Bon, on a un taux de remplacement qui passe de 54 à 57%. Ça veut dire qu'à la retraite, il aura à peu près 57% de son revenu d'activité. Le taux de remplacement, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à faire augmenter de 2, 3, 4%. Trop peu, même si l'ensemble des libéraux, des artisans commerçants disposent quasi tous de dispositifs retraite. Rares sont ceux qui y contribuent dans la totalité de l'enveloppe fiscale qui est disponible pour eux. Je pense que si chacun transformait à la fois cette économie sociale qui vient d'être créée et qui peut représenter 1 500, 2 000, 2 500 euros par an,
si chacun l'a replacé sur de la capitalisation, entre l'augmentation des droits naturels par le nouveau système plus la capitalisation supplémentaire, ça pourrait avoir des impacts assez significatifs à coût identique pour l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, est plutôt intéressant pour, une fois de plus, pour les TNS. En synthèse, on a une augmentation des droits à la retraite à coût équivalent pour l'entreprise. Et nous, on a préféré mettre ça en exergue aussi, avec des petits rappels qu'on va vous mettre par la suite sur le statut salarié et le fonctionnement du statut salarié. Donc, le dispositif retraite type PER pourrait être une opportunité d'augmentation de cotisation face à ces économies sociales. Maintenant, quel est le vrai choix du statut qui est proposé aux dirigeants? Eh bien, là, on vient de parler de retraite essentiellement, mais en termes de prévoyance, il faut quand même se rappeler que avant de parler de retraite, il faut sécuriser l'ensemble de ses revenus pour être sûr d'avoir des revenus ISO qui permettent de cotiser jusqu'à la retraite et même de vivre jusqu'à la retraite. Donc, selon nous, on ne peut pas envisager une stratégie retraite si les revenus d'aujourd'hui ne sont pas déjà sécurisés, verrouillés. Ensuite, en cas de sinistre, si quelqu'un se rémunère peu et a une stratégie plutôt orientée dividende et qu'il ne les a pas protégés, eh ben, il y a de faibles garanties en cas de sinistre. Malgré le fait que trop peu savent que les dividendes peuvent être garantis. Enfin, pour rappel, s'il n'y a pas d'indemnité journalière de la part d'un régime obligatoire, il y a rarement des compléments de la part des assureurs. Ça signifie qu'un assureur s'appuie sur un régime obligatoire pour envoyer des prestations aux bénéficiaires. Et les assureurs fonctionnent sur différents types de fonctionnement. Soit ils ont des régimes de prestations forfaitaires, soit ils ont des régimes de prestations indemnitaires. En cas de régime forfaitaire, il n'y a pas de contrôle de revenus. En cas de régime indemnitaire, il y a des contrôles de revenus. Ce qui signifie que si quelqu'un est surassuré, il n'aura pas la prestation qui lui est due s'il ne peut pas, par ses 2-3 derniers avis d'imposition, prouver une certaine rémunération. C'est là où il faut qu'on ait un point de vigilance lors de l'accompagnement du choix de statut, puisque pour rappel, pour la prévoyance et donc les indemnités journalières dont bénéficient les chefs d'entreprise, lorsque l'on a fait le choix d'être salarié, étant donné qu'on est chef d'entreprise, via le mandat social, on n'a pas de possibilité de prouver son temps de travail, donc on ne peut que prouver une assiette de rémunération qui doit être, normalement, pour être éligible aux indemnités journalières, d'au moins 2030 SMIC sur les 12 derniers mois. Ce qui signifie que si vous avez des dossiers de vos clients qui sont gourmands en dividendes et peu en fiches de paie, et qu'ils ont des rémunérations qui sont inférieures à 2 000 € par mois, ils ne sont pas éligibles à avoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale. Par conséquent, s'ils ont pris une assurance complémentaire pour avoir des indemnités journalières de la part d'un assureur, ils s'exposent au fait de ne pas avoir non plus de complément de la part de l'assureur. Donc des cotisations qui ne servent à rien. Les salariés sont couverts avec des indemnités journalières qui vont d'une tranche de 33 à 53 € par jour. Donc on parle de 900 à 1 500 € par mois de sécurité sociale pour les personnes qui y sont éligibles, c'est-à-dire avec un revenu minimum de 2 000 € par mois sur les 12 derniers mois. Le TNS, pour rappel, quant à lui, on va regarder le revenu professionnel moyen des 3 dernières années. Donc s'il y a eu des différents résultats selon les exercices, selon les bilans, il a plus de chances d'avoir un revenu supérieur à 4 208 € que ne l'a le salarié d'avoir un revenu supérieur à 24 000 €. En conclusion, sur le TNS, les indemnités journalières partent beaucoup plus bas, de 5 € par jour à 64 € par jour. Donc on les protège avant et on les protège au-delà de ce qu'on protège les salariés sur le régime obligatoire. Donc, à comparer de régimes obligatoires façon sécurité sociale, le salarié est moins bien protégé que le travailleur non salarié. Pour des cotisations, puisque là on parle de prestations, mais pour des cotisations qui sont inférieures pour le TNS. Pour la retraite, deux régimes possibles. Vous avez
l'Agir Carco, qui concerne les salariés. J'ai marqué frais sur versement, mais c'est un taux d'appel de points. À comprendre que si vous versez 127 € à l'Agir Carco, 100 € seront affectés à des cotisations qui vous feront acheter des points. Le reste fera partie de l'équilibre du régime et des frais de fonctionnement de l'Agir Carco. C'est comme si vous ouvriez une assurance vie sur laquelle, quand vous versiez 127 €, il n'y avait que 100 000 € de versés sur votre compte. Tandis que pour l'assurance retraite, le régime des indépendants, il n'y a pas de frais sur versement et la valeur des points, chaque année, augmente, alors que pour les salariés, la valeur des points retraite augmente tous les 3 à 8 ans en moyenne. Ils ont accéléré un petit peu, mais auparavant, la valeur du point n'augmentait que tous les 8 ans. Donc si on compare des éléments comparables, TNS assimilé salarié, puisque le sujet du jour, c'est aussi bien par conséquent le choix de statut du chef d'entreprise. Il y a un régime qui achète des points chers et ces points ne prennent que rarement de la valeur, et il y a un régime sur lequel vous n'avez pas de frais sur versement. 100 € correspondent à 100 € achetés, et chaque année, vous avez une valeur qui augmente pour votre retraite. Donc, qui est-ce qui est concerné chez vous dans vos dossiers pour avoir de l'opérationnel par la suite? Eh ben, ce sont tous les assimilés salariés qui n'ont pas eu d'aversion ou qui n'ont pas d'aversion à l'ex-RSI, c'est-à-dire la sécurité sociale des indépendants. Soit ils vous autoriseront à réaliser les calculs, soit ils ne veulent plus en entendre parler. Et on exclura aussi volontiers les SAS, c'est-à-dire les dirigeants assimilés salariés qui ont été créés en complément d'activité parce que c'est quelqu'un qui peut-être est sur une fin de carrière et a déjà des cotisations sociales par ailleurs. Donc la SES peut avoir du sens avec un recours aux dividendes si c'est un complément d'activité. En cas d'installation et quelqu'un qui bénéficie de l'allocation retour à l'emploi et toutes les stratégies et les dossiers ACRE, eh ben, il est intéressant d'avoir une structure qui est peu coûteuse, qui peut être la SAS lors de la création d'entreprise. Enfin, peu de dossiers, mais ça peut arriver qu'il y ait besoin de ficeler juridiquement vos dossiers pour accueillir un investisseur. La SAS sera plus souple que ne l'est la SARL. Et enfin, en cas de cession à venir de la société, les frais de mutation étant inférieurs pour la SAS. Donc ça, ce sont les dossiers à exclure. En revanche, l'ensemble des assimilés salariés et des libéraux qui ont été aussi remués, on le rappelle, sur les 12 derniers mois via les CEL et l'ensemble des modifications qui ont touché les CEL, les libéraux et les TNS qui ont encore une dizaine d'années à cotiser, ça vaut le coup de regarder et peut-être de revenir sur un statut, sachant que même une mission d'accompagnement sera rentable en 3 mois seulement d'activité, même si vous avez des honoraires qui sont liés à cette étude. Concernant nos salariés, puisque précédemment nous étions sur les libéraux et les TNS, concernant nos salariés, pour rappel, depuis la loi de financement Sécu 2023, et ça a été accentué en 24 et en 25, on a eu des cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale franchement réduites. Attention, pour certains dossiers, vous êtes en fin d'année et il y a des primes de partage de la valeur à gérer. Et attention, on a intégré la prime de partage de la valeur dans l'assiette des réductions Fillon. Ce qui signifie que, attention, pour certains de vos dossiers qui sont à la limite des réductions Fillon, en tout cas bénéfice maximum de la déduction forfaitaire Fillon, la prime de partage de la valeur peut faire perdre ces réductions Fillon. Donc attention sur le format que vous allez proposer, puisque l'objectif ici est de limiter les trappes à bas salaire. Donc ces réductions de taux de cotisation sur 2024 et 2025 vont générer des économies. Si on prend un revenu médian à une cinquantaine de milliers d'euros, on a quand même, pour les assimilés salariés, donc nos fameux SAS, et nos mandataires sociaux, puisque c'est bien d'eux dont il s'agit, entre les réductions maladie et allocations familiales, sur des revenus qui vont jusqu'à 2,25 SMIC, vous avez près de 4 000 € de réduction de cotisation sur ces deux postes. Donc, c'est pas négligeable. Alors, ça signifie que, en résumé, on a à la fois des TNS qui ont des réductions de cotisation et on l'a aussi sur des assimilés salariés. Donc, selon les tranches de rémunération, c'est bien tous ces paramètres qu'il faut prendre pour mesurer une économie immédiate.
et voir les mesures d'impact sur les droits à venir. Donc, qui est concerné? Ici, pour les assimilés salariés, pour avoir ces réductions de cotisation, on ne touche que la population qui est inférieure au plafond Sécu, puisque, on le voit bien, au-delà de 48 649 € de 2,25 SMIC, quand on accède à des rémunérations supérieures en tant qu'assimilé salarié, les réductions de cotisation sont moindres. 1 200 € pour 71 000 € de rémunération, c'est un petit peu moins impactant. Voilà pour la partie qui concernait nos assimilés salariés, notre choix de statut à proposer à nos chefs d'entreprise. La deuxième partie de la présentation, ça va être quelques rappels sur les actus sociales et fiscales issues de la loi de financement Sécu, mais également des précédentes qui sont parfois passées un petit peu à travers. Premier élément de rappel qui concerne tous les libéraux. Une profession libérale, je pense à des cibles parfaites que sont les infirmières libérales à la Carpimco ou les médecins qui sont à la CARMF, ou même les experts comptables qui parfois prennent la route avec leur véhicule pour aller voir leurs clients. L'accident de travail et la maladie professionnelle sont les deux éléments sur lesquels, lorsque l'on bascule d'un salarié à un travailleur non salarié, ne sont pas reconstitués. Je m'exprime différemment. Lorsque l'on propose à un salarié de passer TNS, il n'y a pas d'accident de travail et de maladie professionnelle pour les TNS s'il n'y cotise pas volontairement. Donc, chaque cotisation dépend du département et du risque du métier concerné. Donc, une infirmière libérale de l'Hérault ou une infirmière libérale du Gard ne paieront pas le même prix. Et enfin, ça dépend de la profession. Donc, une infirmière libérale ne paiera pas la même chose qu'un médecin. Du coup, l'ensemble de vos clients peuvent être concernés s'ils font de la route, puisqu'il s'agit bien ici aussi de l'accident de trajet, possiblement, qui concerne aussi nos infirmières libérales, et j'arrête d'en parler, quoique il y a la réforme de la Carpimco qui suit. Mais pensez à aller sur amélie.fr, vous reconnaîtrez le CERFA facilement, puisqu'il dispose de 3 fois la lettre S à professionnel sur la deuxième ligne. Si vous tombez sur le bon CERFA, qui est ici référencé, et qui a une faute d'orthographe sur le mot professionnel, c'est que vous êtes vraiment sur le bon, et vous faites une demande d'admission à l'assurance volontaire accident de travail maladie pro. Malheureusement, la sécurité sociale Amélie ne permet pas de calculer par avance la cotisation. Cette cotisation est trimestrielle, donc la seule méthode est de demander à y cotiser. Ils vont proposer plusieurs formules. Et une fois que vous y cotiserez, vous savez combien ça coûte et vous pouvez arrêter le trimestre suivant si vous le souhaitez. Mais on ne peut pas savoir, ou difficilement par avance, parce qu'ils n'ont pas envie de le calculer, combien ça coûte. Tant qu'on est sur nos modifications de loi de financement sécurité sociale et de caisse, sachez que la Carpimco a revu l'ensemble de ses prestations famille. Donc les infirmières libérales sont concernées pour les majorations qui étaient prévues pour leurs conjoints et descendants à charge, c'est-à-dire les enfants. Il y a aussi une modification qui concerne les rentes invalidité et les majorations qu'il y avait par conjoint et descendant à charge. Donc attention, la caisse a été réformée. La Carpimco a besoin d'un petit peu d'argent et elle a baissé son niveau de prestation. Qui plus est, par réflexe, sachez-le, si vous avez l'un de vos dossiers d'une infirmière libérale qui est en arrêt de travail, celle-ci a 30 jours pour renoncer de façon irrévocable à l'exonération des cotisations pour maintenir ses droits. Donc, le système est bien fait, la Carpimco a bien prévu les choses. Si vous ne faites pas une demande dans les 30 premiers jours pour ne pas bénéficier d'une exonération de cotisation, la Carpimco va faire une exonération des cotisations, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de prélever sur le bilan et ça va améliorer le bilan, le fait qu'elle exonère automatiquement les cotisations pour la retraite complémentaire. Donc vous pourriez croire que c'est une bonne chose d'avoir une exonération et de ne plus cotiser pour la retraite complémentaire. Or, si la situation vient à perdurer et que s'ensuit, suite à l'arrêt de travail, un arrêt de plus longue durée, notamment
en cas d'invalidité, l'infirmière libérale peut perdre jusqu'à 50% de sa retraite complémentaire. On vous l'a imagé, on vous l'a représenté graphiquement. Une infirmière libérale a un régime de base, la CNAVPL, un régime complémentaire obligatoire, qui peut être amputé de 1/3 à moins 50% en cas d'arrêt de travail de longue durée sur lequel il y aurait cette fameuse exonération de cotisation. Donc, par réflexe, si l'un de vos clients, l'une de vos clientes affiliée à la Carpimco vient à être en arrêt de travail, l'idéal serait d'écrire un courrier le plus vite possible à la Carpimco pour demander de ne pas bénéficier de l'exonération de cotisation, faute de quoi il serait préjudiciable pour la retraite complémentaire de bénéficier de cette exonération et perdre une retraite qu'elles ont déjà très peu. Puisque pour rappel, c'est une population qui cotise globalement. L'ensemble des charges sociales de la Carpimco sont proches des 22-23%. Il y a très peu de prestations pour la retraite, mais il y a très très peu de cotisations. Ce sont un peu les auto-entrepreneurs de la CNAVPL. Sans équipement complémentaire, la caisse prélève tellement peu qu'il y a peu de prestations. Toujours issu de la loi de financement Sécu. Alors, il y a eu un report pour cet élément-là. Si vous avez des BNC, les BNC vont augmenter mécaniquement sur l'exercice 2025 et sur l'exercice 2026, puisque, que ce soit pour les généralistes et certains spécialistes, les tarifs de base qui étaient ceux de début 2024 ont déjà été indexés fin décembre 2024 et vont l'être en janvier 2026. Il était prévu normalement que ce soit en juillet 2025. Ils ont reporté ça en janvier 2026. Ça signifie quoi? Ça signifie que la plupart des libéraux, profession médicale pour la plupart, vont avoir une augmentation des tarifs des consultations, donc une augmentation mécanique des BNC. On a fait des mesures d'impact pour un médecin généraliste sur un nombre d'actes moyen de 22 consultations par jour. Prenons l'exemple d'un médecin généraliste avec un BNC moyen de 100 000 euros. Cet impact va avoir une augmentation de 16 000 euros en moyenne de résultats probablement, en tout cas de chiffres immédiats, c'est une certitude. À charge ISO, c'est bien du bénéfice qu'on va retrouver en bas de bilan. Donc c'est une population qui plus est rarement conseillée sur des éléments périphériques, puisque sur les BNC, on arrive rapidement sur la fin du conseil, à moins qu'il y ait du patrimonial par la suite sur lequel on puisse les accompagner. Mais on parle d'un impact de 4 000 à 5 500 euros d'impôt sur le revenu à venir dès 2025. Donc, c'est l'opportunité d'accompagner nos BNC, cotisant notamment à la CARMF, via un audit personnel pour avoir cette mesure d'impact et peut-être leur prodiguer certaines sources d'ajustement en fin de bilan. Sujet suivant, je sais que ça va vite et qu'on voit beaucoup de choses. Je verrai les questions éventuelles qu'il y a en fin de présentation. La loi de finances 2025 a introduit, là on parle bien de fiscalité, la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. On va faire des mesures globales d'impact, mais aussi on a fait des mesures via les possibilités d'ajustement qui sont offertes par le Madelin ou le PERP, que l'on appelle maintenant les PERI, via l'article 154 bis ou 163 4 du Code général des impôts. Première chose, avènement, vous saviez que nous avions la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR qui concerne des revenus de fiscal de référence de 250 000 euros pour quelqu'un de célibataire ou 500 000 euros pour 2 personnes soumises à une imposition commune, avec les taux que vous connaissez certainement déjà.
Cette CEHR vient d'être complétée par une CDHR. Donc, ce qui a changé, c'est qu'au-delà de notre contribution exceptionnelle, la loi de finances 2025 a introduit une contribution différentielle qui va s'assurer du fait que chacun qui soit éligible déjà à la CEHR puisse payer à minima 20% au global d'impôt sur le revenu. On vous a mis un petit peu plus bas dans la présentation les éléments qui sont exclus au niveau des revenus ainsi que la règle de calcul. Ce qu'on va en retenir, c'est que pour quelqu'un qui est célibataire, première partie de la colonne, qui se rémunère avec 100 000 euros plus 250 000 euros de dividendes, est bien éligible à la CEHR et va bien régler la CEHR, donc il va avoir près de 21 000 euros d'imposition et une contribution exceptionnelle de 3 000 pour payer près de 24 000 euros d'impôt sur les revenus. Le total de ces éléments représentant que 15% d'imposition, eh ben, il se fera rattraper par la contribution différentielle de 10 000 euros pour arriver à minima à 20% d'imposition. Donc, ça concerne probablement 1, 2, 3 dossiers. On n'a malheureusement pas énormément de dossiers qui sont concernés, mais il peut y en avoir. Si vous avez des hauts revenus parmi vos clients, sachez-le, si qui plus est, c'est quelqu'un de célibataire ou même des revenus pour des personnes mariées qui peuvent être supérieurs à 250 000 euros par personne, et bien là, par exemple, sur un couple marié, ce couple a un taux moyen d'imposition à 21%, il ne sera pas concerné par la CDHR. Le taux d'imposition à 20% étant dépassé, il n'y a pas de modification pour eux, ni pour mariés avec 2 enfants à 20,69 de taux moyen d'imposition. En revanche, tout dossier qui a de gros revenus parmi vos clients et qui a un taux moyen d'imposition qui sera inférieur à 20%, se verra ajusté via la CDHR pour avoir un taux minimum à 20% et donc des éléments fiscaux supplémentaires à s'acquitter. Vous le verrez certainement petit sur vos écrans. L'important à retenir pour le conseil auprès de vos clients, puisque certains ont choisi d'avoir une variable d'ajustement qui s'appelle le PERI, sauf que le PERI, plan d'épargne retraite individuel, est finançable soit par la partie professionnelle via la loi Madelin, soit sur vos propres deniers via le PERP. Si jamais certains de vos clients sont des hauts revenus et ont des PERP en cours, ceci sera inefficace pour ajuster les revenus puisque ça se fera rattraper par la CDHR. En résumé, si vous avez un client qui met 20 000 euros sur son PERP de sa poche afin de diminuer son imposition, ceci sera augmenté par la CDHR. Tandis que si vous avez un client qui a la possibilité, quant à lui, de faire contribuer son compte pro et de passer ça en pro via la loi Madelin, ceci viendra réellement réduire les revenus et ne sera pas rattrapé par la CDHR. En résumé, pour les hauts revenus, il va falloir dorénavant éviter, enfin, tant que ce régime existe, puisqu'il n'est pas censé exister longtemps, mais bon, on a dit la même chose de la CSG-CRDS, donc c'est quelque chose qui est censé être provisoire, et bien, provisoire ou pas, il faut éviter le PERP pour les hauts revenus et il faut favoriser la loi Madelin. Rappel également, pour quelques dossiers, puisque les hauts revenus, c'est quelques dossiers, mais le conjoint collaborateur peut être aussi quelques dossiers. Si vous avez des conjoints collaborateurs, c'est quelque chose qui n'est plus valable que pour une petite année et demie, puisque s'ils y étaient déjà en 2022, et ben, en 2027, ils n'y auront plus droit puisque c'était valable pour 5 ans. Donc, il faudra qu'ils deviennent conjoints salariés ou conjoints associés, mais ils ne pourront plus rester conjoints collaborateurs. Attention si vous avez des sujets à traiter en ce sens, puisque parfois il est très bénéfique d'avoir un conjoint salarié avec une base de cotisation temps plein, même s'il travaille à temps partiel. Mesure d'impact faite sur des BNC, le choix de statut parfois de conjoint
cotisation base temps plein alors qu'ils travaillent à temps partiel est ultra intéressante pour un couple. J'y reviendrai sur certaines études si besoin. L'intéressant maintenant étant de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations et comment peut-on l'appliquer éventuellement au quotidien, au sein des cabinets, avec les collaborateurs. L'objectif ici, c'est de se dire, OK, on n'est pas forcément en maîtrise de l'ensemble de ces éléments fiscaux et sociaux, raison pour laquelle nous avons mis au point et nous accompagnons les cabinets qui souhaitent le déployer, un modèle d'accompagnement qui a pour objectif, dans un premier temps, de vérifier l'ensemble des régimes mis en place. Par un audit, on vérifie l'ensemble des caractéristiques, que ce soit pour la retraite et la prévoyance. Dans un second temps, on acculture et on accompagne le cabinet qui le souhaite à la maîtrise des régimes obligatoires. On entend par là l'ensemble des caisses obligatoires. Enfin, pour permettre éventuellement d'optimiser les régimes supplémentaires, c'est-à-dire que c'est la partie solution assurantielle, fiscale, juridique, sociale. Comment ça se décline directement au quotidien et au sein des cabinets? Eh ben, dans un premier temps, pour ceux qui le souhaitent, avoir l'acculturation retraite, on a réalisé des modules qui sont courts puisqu'ils durent 30 minutes, sur lesquels vous pouvez piocher à la carte comme vous le souhaitez. Et la montée technique des collaborateurs et du cabinet peut être simplifiée puisqu'on est sur des modules courts qui ne dépassent pas la demi-heure. L'objectif étant, sur ces premiers modules, de maîtriser les régimes obligatoires. Donc ça, c'est ce dont se passent la plupart des assureurs qui ne font pas de protection sociale et qui font que de l'assurance. Notre choix étant différent, nous souhaitons organiser et sécuriser le patrimoine social des clients. Donc, dans un premier temps, on peut vous aider à comprendre comment fonctionne la retraite, l'impact d'un rachat de trimestre, quels sont les avantages familiaux dont on peut bénéficier pour avoir des trimestres gratuitement, comment anticipe-t-on les départs à la retraite, et est-ce que mon client est éligible sur la retraite progressive et le cumul emploi-retraite, sachant que la retraite progressive vient d'être bougée, puisque c'est dorénavant, à partir de l'âge de 60 ans, que c'est disponible. Donc ça change l'ensemble des stratégies de fin de carrière des dirigeants et probablement cédants d'entreprise. Dans un second temps, on présente, si vous le souhaitez, que ce soit pour le collectif ou l'individuel, toujours sur des formats courts et des modules, l'ensemble des dispositifs PER qui, là, ne sont pas présentés comme des produits, mais comme des outils stratégiques pour comprendre pourquoi le dernier dispositif qui restera, c'est le PER individuel, et ce ne sera pas le PERCO, et ce ne sera pas le collectif PERO, c'est bien le PER individuel qui restera. Donc il faut, dans l'idéal, disposer d'un PER individuel, puisque ce sera le dernier qui restera. Même si tout au long, on peut l'alimenter via l'entreprise pour fidéliser ses salariés. On a un module qu'on présente aussi vers le mois d'avril-mai qui vous permet de revenir sur les déclaratifs à l'impôt et on vous accompagne pour vous acculturer sur les stratégies d'enveloppe et comment vous faites le déclaratif lors des déclarations d'impôt de vos clients pour ne pas vous tromper dans les dernières cases qui concernent la partie retraite. Et enfin, on aborde la stratégie de fin de carrière et en quoi le péri est utile pour lier des ponts entre une arrêt d'activité et une prise de retraite, ou même en quoi est-il intéressant de conserver un PER individuel dans le cadre d'une transmission souhaitée, que ce soit de l'entreprise ou à sa descendance. En synthèse, sur l'ensemble de la présentation qu'on vient d'avoir, il y a une partie qui concerne le choix de statut de vos assimilés salariés, pour lesquels peut-être que le statut TNS pourrait être étudié. Donc ça, ce sont des missions sur le changement de statut de vos clients pour les quelques SAS que vous avez sur des revenus supérieurs à 25-30 000 euros. On commence à avoir de belles mesures d'impact. La deuxième partie que l'on vient de voir concernait à la fois les TNS, mais aussi les professionnels libéraux, avec la réforme de la CARPIMCO, la réforme des indemnités journalières après le Covid, l'accident de travail et la maladie professionnelle, et l'augmentation des BNC à venir. Donc ça, ce seront probablement et potentiellement pour vous
des missions de sécurisation de vos dossiers, mais aussi des missions d'accompagnement pour la partie fiscale. Sachant que sur la partie fiscale, on a des modules qui vous permettent de réaliser la saisie correctement et éviter d'avoir suroptimisé sur des éléments qui ne sont plus déductibles. Et enfin, on a notre offre d'accompagnement à destination de vos cabinets. Ça concerne tous les clients, quel que soit leur âge. Le dispositif PER concerne de plus en plus jeunes. On a des personnes de 30-35 ans qui dorénavant souscrivent à petite mesure pour pouvoir le détenir et avoir d'autres stratégies par ailleurs. Ce sont des formats intemporels, qui sont modulaires et à destination de l'ensemble de vos collaborateurs cabinets. J'en ai fini comme à mon habitude à midi moins 10, donc sur un temps un petit peu plus court que prévu. En même temps, on est allé très vite sur beaucoup de sujets. Anna, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous êtes je vous entends. avec moi? Est-ce qu'on a beaucoup de questions et d'éléments sur lesquels on peut revenir? Après, selon le nombre de questions, je verrai éventuellement si je réponds en direct ou a posteriori. On a 5 questions actuellement. Ok, entendu. Donc, alors, je crois les voir. Ça commence à 11h05. Le support sera dispo après le webinaire. C'est ça, c'est la première question? oui, là, Parfait. j'ai répondu. Parfait, impeccable. En dessous de 20% du pass, pas de couverture sociale si pas de cotisation. Ou couvert quand même. Donc, là, c'est une question de Sacha. C'est pas 20% du pass l'élément que l'on a abordé pour la couverture sociale. Si ici, on est en train de parler de prévoyance et d'indemnité journalière, si c'est bien le sujet, puisque on est en décalage entre le moment où j'ai présenté et le moment où je prends connaissance de la question. Mais effectivement, on n'est pas sur 20% du pass, mais on est sur les 1030 SMIC, c'est-à-dire les 24 000 € bruts annuels de l'assimilé salarié pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Est-ce que c'est la question? Sinon, Sacha, vous n'hésitez pas à m'en reposer une autre. On est plus sur une règle des 2030 SMIC. Le 20% du pass et la couverture sociale s'il n'y a pas de cotisation, je ne connais pas cette règle. Il y a une partie qui concerne la prévoyance et une partie qui concerne la retraite. Pour la prévoyance, c'est bien le revenu professionnel moyen des 3 dernières années pour un TNS et les 1030 pour notre assimilé salarié. Attention, effectivement, on a souvent tendance à oublier aussi que même si on valide les 4 trimestres, il n'y a pas forcément d'indemnité journalière. Or, la première chose à protéger, c'est bien les revenus et donc les indemnités journalières. Je regarde les questions suivantes. Pour accéder à nos modules de formation, vous avez la possibilité d'être mis en relation avec un conseiller de chez AG2R La Mondiale qui sera accompagné pour vous proposer tout d'abord une méthode d'accompagnement de votre cabinet. Puisque très souvent et depuis beaucoup d'années, on forme effectivement les cabinets d'expertise comptable et les collaborateurs à être en capacité d'identifier les dossiers border pour pouvoir les sécuriser facilement. On a des formats aujourd'hui qui se veulent plus être des formats d'accompagnement cabinet dans lesquels on vous propose une méthode de travail et donc on vous propose à la fois d'acculturer les collaborateurs, mais aussi d'agir sur un nombre de dossiers cibles pour que vous puissiez par la suite avoir de l'opérationnel direct, puisque très souvent, nous avions des modules effectivement de formation cabinet qui ne se suivaient pas d'action. Et très souvent, on ne transforme pas l'essai, comme c'était le but de la présentation d'aujourd'hui. Trop souvent, on ne transforme pas l'essai et il ne s'ensuit rien du tout. Et du coup, il n'y a pas d'action spécifique auprès de vos clients. Et notre objectif, c'est bien vraiment de pouvoir vous accompagner à ce niveau-là. J'ai une question également de Lionel. 1015 The SMIC pour les arrêts inférieurs à 6 mois. Oui, vous avez raison. Donc j'ai dit 1030 tout à l'heure d'ailleurs en me répétant, mais c'est bien la règle des 1015 ou
des 2030 SMIC, c'est-à-dire qu'un assimilé salarié, et même un salarié, mais on traite bien ici de l'assimilé salarié puisqu'il n'a pas de contrat de travail, donc il ne va pas pouvoir prouver son temps de travail. Un assimilé salarié, un président ou un directeur général d'une société, il peut soit prouver 1015 SMIC sur les 6 derniers mois, soit 2030 sur les 12 derniers. Ce sont effectivement bien ces deux règles qui s'appliquent, sauf qu'on préfère effectivement orienter les dirigeants d'entreprise en leur disant c'est la règle des 2030 et donc rémunérez-vous minimum 2000 € par mois, puisque normalement ils ne savent pas quand ils vont tomber malades. Donc on ne peut pas forcément compter sur les 1015 SMIC des 6 derniers mois si on n'avait pas été dans une régularité de cotisation et donc au moins minima 2000 € par mois de cotisation pour pouvoir permettre l'ensemble de ces indemnités journalières. Le prix des modules qui sont ceux de l'accompagnement du cabinet, puisque c'est la dernière question. Je vous remercie de poser la question du prix des modules. Ça signifie que à la fois notre méthode d'accompagnement à destination des clients est perçue comme un accompagnement de valeur, mais c'est aussi perçu à juste titre comme quelque chose de très valorisant ou valorisé de la part des cabinets. Nos modules ne sont pas payants. Nous accompagnons les cabinets avec lesquels nous sommes en phase sur le fait que la priorité est donnée au client pour sécuriser son dossier, pour qu'il bénéficie de conseils sur les régimes obligatoires avant d'arriver sur des solutions assurantielles. Puisqu'il y a trop de monde, tout le monde est en capacité de proposer aujourd'hui des assurances. Notre source de différenciation est la maîtrise des régimes obligatoires par l'intermédiaire d'un audit de protection sociale qui est proposé à vos clients. L'intérêt de votre cabinet, comme je vous le disais, c'est d'augmenter la satisfaction de vos clients en ayant une offre de service à leur destination qui est différenciée de celle des autres cabinets. C'est quelque chose, c'est à vous de voir, qui, à minima, confortera vos honoraires, sinon vous permettra de les développer, puisque les cabinets qui souhaitent développer leurs honoraires avec cette offre d'accompagnement client peuvent avoir des honoraires qui augmentent, puisque nous avons les lettres de mission, nous avons les courriers d'interpellation, nous avons les critères de sélection de clients pour accompagner votre cabinet dans la vente de mission en règle générale. Sachant qu'on ne va pas se mentir, notre objectif final est que vous soyez totalement indépendant sur cet élément-là, chacun tient à son indépendance, donc que vous puissiez poursuivre le développement de mission seul, sans nous. On a la formation, on a la compétence, on a les logiciels. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la protection sociale, donc le patrimoine global et social à destination du chef d'entreprise, c'est notre format, c'est celui qu'on partage avec les cabinets. Vous sécurisez vos dossiers, vous augmentez votre connaissance client, vous pouvez développer vos honoraires et l'objectif, c'est d'être rompu à l'obligation de satisfaction client, quel que soit le dossier. Il faut, et votre client sera satisfait par l'intervention. Le but n'étant pas d'avoir forcément vendu des assurances. Bien au contraire, on va d'abord verrouiller des régimes obligatoires en proposant un changement de statut, un choix de statut définitif pour le conjoint, une stratégie de fin de carrière, une stratégie de cession d'entreprise et l'ensemble des accompagnements qu'on a par la suite qui touchent aussi à la stratégie de rémunération et l'impact que ça peut avoir sur la création de droits à la retraite. Donc, avec plaisir, en tout cas, pour qui le souhaite. Vous aurez sur la première diapo de cette présentation mes coordonnées directes. Vous n'hésitez pas à me solliciter et soit nous serons en contact en direct, soit via un collaborateur AG2R La Mondiale, puisque on est ancré dans le territoire. On a 80 collaborateurs qui sont disponibles sur l'Occitanie pour vous accompagner directement en cabinet, au plus proche de vos clients, pour vous permettre de les accompagner et valoriser aussi les offres de votre cabinet. Juste, Gwenaël, je me Oui. permets rapidement, si tu as le fichier de la présentation sous la main, tu peux le glisser directement dans les documents, comme ça ils le recevront tous automatiquement après. Entendu. Je le bascule en PDF avant de l'envoyer dessus et je le fais glisser où? Là directement dans le... Ah, j'ai documents. À côté des questions, il y a documents, oui. Eh ben, c'est parfait. Je fais de suite enregistrer
une copie et je la fais glisser par la suite. Comme ça, vous allez tous bénéficier du support via cette présentation. Hop. C'est enregistré. Il ne me reste plus qu'à la modifier et la mettre. Hop, webinaire. Alors, document, et j'imagine que je fais un glisser. Hop. Ah, ça, je vais voir comment on fait. Je sens que je suis dépassé par la technique. Je suis arrivé sur la partie document et c'est marqué pas de document ajouté pour l'instant et je ne sais pas Oui, comment. regarde, si tu regardes tout en bas, tu peux faire envoyer un fichier. Alors, hop, tout en bas, j'ai sous-titrage. Dans document. Ah, document. Et j'ai en bas, non, j'ai rien en bas. Ah, alors bah, il n'y a que moi qui peux le faire, alors peut-être. Il y a peut-être que Je l'enverrai plus. Allez, Oui, mais je entendu. l'enverrai plus tard, il n'y a pas de souci. Je regarde au cas où si je peux glisser sur une question au cas où pour filouter le système. Copier. Non. Non, ça me l'ouvre dans une autre fenêtre. Non, j'y parviens pas. Donc, Il n'y a pas de effectivement, souci. je te l'enverrai pour qu'on Je puisse l'enverrai l'envoyer à avec les chacun des replays. participants. Effectivement. Allez, avec plaisir. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je n'ai pas loupé de questions, Anna? Non, j'ai pas l'impression, non. Non, tu les as toutes faites au fur et à mesure. Parfait. De nouvelles questions. Il vient d'en avoir une dernière, oui. Ah, merci Lionel sur la question in extremis. Les assimilés salariés n'ont pas les réductions de charges car il faut qu'ils cotisent. Ah, là on parle, j'imagine, des charges AF, AM, c'est-à-dire notamment les réductions de charges Fillon. Effectivement, certaines cotisations amènent à gonfler un peu la timbale des cotisations sociales et ne permettent pas d'avoir l'ensemble des réductions Fillon. Maintenant, c'est quelque chose qui, en stratégie, pour rebondir là-dessus, hein, je vous évoque très vite le dernier dossier qui a été traité là-dessus. C'était un BNC, un médecin, qui souhaitait que sa femme soit conjointe collaboratrice pour pouvoir lui créer un statut. On a refusé, à la demande de l'expert comptable, on a étudié et on a refusé de créer un statut de conjoint collaborateur au profit d'un statut de salarié temps partiel, ce qui a permis, notamment en étant à temps partiel, de cotiser sur une base temps plein, puisque c'est une option qui est permise. Donc, sa femme aura des droits pleins à la retraite en étant à temps partiel et les revenus nets après impôt du BNC de son épouse ont donc augmenté. Et cerise sur le gâteau, c'est madame qui a souscrit la mutuelle santé collective, qui est très intéressante et qui en a fait bénéficier monsieur. Donc en plus, sur leur denier personnel, ils ont économisé une mutuelle santé pour une bien plus performante. Donc, juste pour rebondir sur le sujet, effectivement, vous avez raison. Il y a certains éléments qui viennent corriger l'assiette et empêcher d'avoir ces réductions de cotisation, que ce soit maladie, allocation familiale ou Fillon, effectivement, notamment via l'UNEDIC. Mais globalement, ça peut avoir quelques impacts satisfaisants. En tout cas, le but, c'est vraiment de se poser la question, vous avez raison, et de comparer par rapport au statut TNS. Il y a 2 questions en plus aussi. Les médecins secteur 1 auront-ils toujours la prise en charge d'une quote-part des cotisations maladie versées à l'URSSAF? Il n'y a pas eu, à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, attention, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de modification des professions réglementées type médecin, d'ailleurs secteur 1, concernant d'ailleurs cet avantage important qu'ils ont, qui est la quote-part des cotisations qui leur est payée. Ça reste un des leviers majeurs dont ils bénéficient. C'est très intéressant d'ailleurs pour eux. Mais effectivement, pas de remise en question à mon sens
aujourd'hui de ses cotisations maladie. Sacha, une autre question, est-ce que notre périmètre inclut les agriculteurs? Oui, puisque la MSA obéit également à des règles qui sont très spécifiques. La loi de financement Sécu 2024 et 2025 ont toutes deux modifié aussi des prestations à destination des agriculteurs et des aidants familiaux, si je ne dis pas de bêtises, qui est un statut qui peuvent aussi avoir et qui est spécifique à la MSA. On aborde trop peu souvent, tort de ma part également, les régimes des agriculteurs. On a des spécificités MSA. Ils ont été impactés sur les 24 derniers mois par quelques changements de règles. Et il faut être en capacité aussi de faire des calculs sur la partie retraite, qui dépend aussi de leurs revenus professionnels moyens. C'est une spécificité de la MSA. On a des formations internes à G2R La Mondiale qui vont permettre à nos collaborateurs aussi de monter en compétences sur la partie agri, qui est, qui plus est, très représentée sur nos territoires. Donc oui, notre périmètre l'inclut. Attention, lorsque nous serons sur des cas de figure dans lesquels on a une société plus un GFA, plus du nom propre, plus ce qui est parfois le cas chez nos agriculteurs, c'est-à-dire de multiples côtés juridiques, il faudra bien étudier le dossier en amont pour savoir où est perçue la rémunération et ne surtout pas faire éliminer des avantages sociaux qu'ils ont, puisque c'est une population qui est très accompagnée, pour parler clairement, par le Crédit Agricole et par Groupama, qui sont deux organismes hyper identifiés par cette population. Et très peu, en tout cas, d'entre eux utilisent, en tout cas pour ceux qui ont des hauts revenus, toutes les déductions sociales qu'ils ont en complément. Or, la spécificité, c'est quand même qu'ils ont une déduction sociale et fiscale. Donc, ils ont ce double avantage sur certaines variables d'ajustement au bilan qui peut être très intéressante à proposer sur les bilans. Donc oui, on a cette spécificité sur la partie agri et on peut la mettre en avant pour proposer des accompagnements personnalisés. Et je ne vois pas de questions in extremis supplémentaires. Même si effectivement, vous avez joué le jeu des questions, je vous en remercie. Ça a permis d'avoir un petit peu d'interaction sur la fin de la présentation. Anna, tu ne vois pas de questions supplémentaires de ton côté? Non, je ne vois pas d'autres questions. Parfait. Donc, ce que je te propose, je te fais parvenir le support juste après le webinaire, dans la foulée, Oui. pour que tu puisses les envoyer aux participants. Oui. Et que n'hésitez surtout pas à me solliciter pour que je vous trouve des relais locaux au plus près de vos équipes pour que vous puissiez accompagner au mieux vos clients sur tous ces éléments. Ah, merci une nouvelle beaucoup. question. Attention, on a une nouvelle question. Ah, merci à vous. Bon, ça va. Merci Lionel. Merci à vous pour votre participation. Bravo à tous et merci à tous pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous solliciter, on sera à vos côtés. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.